Et ce sont Pauline et Rudy qui nous accompagnent. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Soyez les bienvenus. Vous êtes l'un et l'autre juristes au pôle famille du Cridon Ouest. On va commencer avec vous, Pauline, avec une question extrêmement simple. La procréation médicalement assistée, je vais y arriver, il va falloir que je m'entraîne, sinon je vais dire PMA à chaque fois. Selon la loi, à qui s'adresse-t-elle ? Alors, avant la loi du 2 août 2021, la procréation médicalement assistée était ouverte uniquement aux couples composés d'un homme et d'une femme, peu importe leur statut, qu'ils soient concubins, partenaires ou époux. Et la loi du 2 août 2021 a ouvert la procréation médicalement assistée aux couples de femmes, peu importe leur statut, une fois encore, qu'elles soient concubines, partenaires ou épouses, et aux femmes non mariées. Et Rudy, alors le notaire, il peut jouer quel rôle dans le cas d'une PMA ? Le notaire, il intervient selon que la PMA nécessite le recours à un tiers donneur. C'est-à-dire que si la PMA se fait au sein d'un couple hétérosexuel, avec leurs propres gamètes, donc sans don d'embryon ou de gamètes, et bien dans ce cas-là, le consentement est donné uniquement devant une équipe médicale, après un certain nombre d'entretiens avec les médecins de plusieurs disciplines en matière de santé. Et s'il y a un donneur ? Alors s'il y a un donneur, ouais. Ça change effectivement la donne, puisque dans ce cas-là, le consentement qui est donné devant l'équipe médicale est doublé d'un consentement qui doit être donné devant un notaire français, lequel va préalablement informer les demandeurs des conséquences de leur acte vis-à-vis de la filiation de l'enfant, et notamment de l'interdiction de vouloir établir le lien de filiation avec le tiers donneur, et puis également les informer sur la possibilité pour l'enfant qui serait issu de la PMA d'accéder à ses origines, à sa majorité. Ça, c'est assez nouveau, le droit d'accès aux origines pour les enfants. Exactement. Ouais. En fait, il faut se souvenir qu'en 1994, lors des premières lois bioéthiques, le législateur avait mis en place 2 remparts permettant de respecter la vie privée à la fois du tiers donneur et du couple demandeur. Le premier rempart consistait finalement à inscrire dans la loi, à l'article 311-19 du Code civil, une interdiction de droit d'établir un lien de filiation avec le tiers donneur. Et puis le second rempart, c'était finalement de maintenir dans l'anonymat le tiers donneur, et donc, faute de pouvoir le connaître, il était impossible d'agir en justice pour établir la filiation. Et ça a un peu bougé depuis, Exactement. Et on en a pas mal entendu parler, ça a créé un peu de polémique de la part des donneurs. Tout à fait. En fait, face à une demande importante des enfants qui sont issus d'une PMA de connaître leurs origines, eh bien, le législateur a assoupli finalement cette interdiction, ce principe d'anonymat, pour permettre finalement aux enfants qui seraient issus d'une PMA à l'avenir d'accéder, s'ils le souhaitent, à leur majorité, non seulement à l'identité du tiers donneur, mais également à des données non identifiantes comme l'âge, l'état de santé, la motivation du don lorsqu'il a été réalisé. Donc c'est un vrai changement quand même pour les donneurs en tout cas. Et exactement, c'est-à-dire que vis-à-vis des donneurs, aujourd'hui, ils ne peuvent procéder à un don que si préalablement ils ont donné leur consentement à ce que leur identité et un certain nombre de données soient communiquées aux enfants qui en seront issus s'ils le souhaitent. Et si les enfants veulent avoir accès, eh bien, il faut qu'ils s'adressent à une commission qui est dédiée à la transmission de cette information qui s'appelle la CAPAD. Et comment la filiation, Pauline, elle est établie ? Alors, ça va dépendre des destinataires de la procréation médicalement assistée. Si nous sommes en présence d'un couple composé d'un homme et d'une femme, pour la filiation maternelle, en France, on applique l'adage mater semper certa est, qui veut dire que celle qui accouche est considérée comme la mère de l'enfant. Donc, par conséquent, la filiation maternelle sera naturellement établie en désignant la mère comme mère de l'enfant, puisqu'elle en a accouché. Pour la filiation paternelle, là, on a plus de choix, puisque s'il est l'époux de la mère qui a accouché de l'enfant, dans ces cas-là, on peut faire une application de la présomption de paternité. On va désigner l'homme qui est avec la femme comme le père de cet enfant. Et sinon, il y a la traditionnelle reconnaissance pré- ou post-natale qu'on peut également utiliser. Et par rapport à cette modification de la loi que vous nous rappeliez tout à l'heure, pour les femmes seules ou les couples de femmes, comment ça fonctionne ? Alors, pour les femmes non mariées, là encore, on applique mater semper certa est. La femme qui accouche est désignée comme mère de l'enfant dans l'acte de naissance. Pour les couples de femmes qui ont recours à une PMA, ce sera la même chose pour la mère qui accouchera de l'enfant. Par contre, et ça a été une nouveauté, il n'y avait pas de moyen avant 2021 d'établir une double filiation maternelle en dehors de l'adoption. Et donc, le législateur a fait preuve d'innovation puisqu'il a créé la reconnaissance conjointe anticipée qui permettra à la mère d'intention de se rendre devant l'officier d'état civil à la naissance de l'enfant pour faire établir son lien de filiation à l'égard de l'enfant. Donc le consentement donné par le couple ou la femme non mariée, ça n'établit pas la filiation. Ça ne suffit pas pour établir la filiation, tout à fait.
À quel moment le consentement ainsi que la reconnaissance conjointe anticipée, Rudy, s'il s'agit d'un couple de femmes, doivent-ils être recueillis par le notaire? Alors, dans les deux cas, que ce soit effectivement un consentement simple ou doublé d'une reconnaissance conjointe anticipée, il faut qu'il soit établi concomitamment s'il s'agit donc d'un couple de femmes, et en tout état de cause, préalablement à la tentative d'insémination artificielle ou l'implantation d'un embryon qui donnerait donc lieu à une grossesse évolutive. Mais ça dérange le droit commun, ça. Exactement, c'est-à-dire que dans le droit commun de la filiation, quand on reconnaît un enfant, l'article 316 du Code civil prévoit que cette reconnaissance intervient avant ou après naissance, mais toujours après que l'enfant soit conçu. Tel n'est pas le cas en matière de reconnaissance conjointe anticipée. Bon, on continue à dérouler la pelote. Pauline, si un couple de femmes a recours à une PMA à l'étranger sans être passé devant le notaire avant la conception de l'enfant, est-ce qu'il est possible d'établir des actes de consentement et de reconnaissance conjointe anticipée? Non, c'est trop tard. Déjà dire non, c'est trop tard. Ne terminez pas votre phrase. Non, c'est trop tard. D'ailleurs, la circulaire de septembre 2021 avec la réponse ministérielle Houllier de février 2022 l'ont clairement affirmé. Les actes de consentement et de reconnaissance conjointe anticipée doivent avoir été dressés avant tout transfert d'embryon ou implantation de gamètes. Et donc, par conséquent, si l'une des deux mamans est enceinte, eh bien, malheureusement, c'est trop tard. Il n'y aura que la voie de l'adoption. Ah oui, ce sera la seule loi possible. Oui. Et si un couple a recours à une procréation artisanale, comment la filiation pourrait être établie dans ce cas-là? Alors, la procréation artisanale, c'est celle qui a lieu en dehors de tout parcours médical. C'est un couple de femmes qui finalement va bénéficier d'un don de gamètes grâce à un site internet ou alors à un ami du couple. La difficulté, c'est que la procréation artisanale, elle est interdite en France. Par conséquent, il n'est pas envisageable que le notaire dresse un acte de consentement ou de reconnaissance conjointe anticipée pour permettre à la mère d'intention d'établir sa filiation à l'égard de l'enfant qui serait issu d'une telle procréation. Donc pour la mère qui va accoucher, pas vraiment de difficulté, sa filiation sera établie naturellement puisqu'elle a accouché de l'enfant. Par contre, pour la mère d'intention, eh bien là, il faudra passer par la voie de l'adoption. L'adoption plénière dans ces cas-là. Exactement. Mais il faut en tout cas attendre la naissance de l'enfant. Ah oui, c'est ça, il faut complètement attendre la naissance de l'enfant. Une fois que l'enfant sera né, on pourra tenter une requête en adoption plénière de l'enfant de la concubine, de la partenaire pacsée ou de l'épouse. Et puis la maman qui aura accouché consentira à double titre selon certains cas, puisque si elle est mariée avec l'adoptante ou si elle est partenaire pacsée, elle consentira tant en tant que mère biologique de l'enfant, mais également en tant que partenaire ou épouse de l'adoptante. Et si le donneur souhaite établir sa filiation avant que soit prononcée l'adoption plénière? Et là, c'est assez catastrophique puisque ça fait échec à l'adoption plénière, donc on ne pourra pas continuer dans le processus. On pourrait se tourner vers l'adoption simple, mais il faudra le consentement du tiers donneur qui sera considéré comme le père de l'enfant. C'était précis. Merci beaucoup, Rudy. Merci, Pauline. Merci à vous.